c'est parti, vous êtes maintenant enregistré. Tenez-vous-le pour dire. Donc, si vous faites une intervention ou si vous ouvrez votre caméra, ben vous serez enregistré. S'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça, écrivez-moi un petit mio. Puis à ce moment-là, je verrai ce que je fais avec ça. Je mettrai la vidéo privée ou quelque chose comme ça, juste pour Kevin et ceux qui sont absents. Voilà. Donc, si vous faites des commentaires, quoi que ce soit, moi j'ai l'habitude de mettre mes liens sur YouTube, comme je pense pas que c'est la première fois que je fais ça pour votre groupe. Mais bref, voilà. Donc, on est enregistré en ce moment. On va poursuivre avec les notes de cours. Donc, je vais peut-être faire un petit récapitulatif de où on était. Donc, on était dans le dernier chapitre, le chapitre 10 de votre session, module 3, dernier module, dernier chapitre, on était dans les nombres complexes. On a vu qu'un nombre complexe, on a vu la forme rectangulaire d'un nombre complexe qui est composé d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Donc, on avait noté dans nos notes de cours qu'un nombre complexe, donc un nombre complexe, habituellement on écrit ça avec la lettre Z, vous pourriez lui donner un autre nom, mais en général, c'est la lettre qu'on utilise. Donc un nombre qui est dans l'ensemble des nombres complexes, la forme rectangulaire. Pour écrire ce nombre-là, c'est tout simplement la partie réelle du nombre plus la partie imaginaire du nombre multipliée par J. Donc, on a vu la forme rectangulaire, c'est la forme qui était là. On avait vu qu'on pouvait faire le lien entre ça et un vecteur. Donc, Z, on pourrait le traiter comme un vecteur A, B dans un plan cartésien complexe. Et le plan complexe, on appelle ça le plan d'Argan aussi. Donc, c'est plusieurs nomenclatures pour la même chose. Okay? Donc, un nombre complexe dans le plan d'Argan, je vous rappelle que c'est un nombre en 2 dimensions. Je vous rappelle que le mot complexe ne vient pas de complexité dans le sens de difficile ou abstrait. Il vient plutôt du fait du mot complexe dans le sens construit en plusieurs parties, partie réelle, partie imaginaire. Donc, A ici, c'est un nombre réel, je vous rappelle. Ça, c'était ce qu'on appelait la partie réelle de votre nombre Z, votre nombre complexe Z. Et B, c'était la partie imaginaire de votre nombre complexe Z. Donc, lorsqu'on se représentait un axe réel, un axe imaginaire, votre nombre complexe Z était ici. Je vous présente ma conjointe qui vient de passer derrière. Ici, vous aviez la partie réelle du nombre. Donc, l'axe qui est ici, c'était l'axe réel. Et l'axe qui était ici, c'était la partie imaginaire. Donc, le coefficient B, le coefficient devant J, B, c'est en fait l'endroit sur l'axe des Y où se situe votre coordonnée qui correspond à votre nombre complexe. Donc, grossièrement, c'est ce qu'on a vu. On a vu quelques définitions par rapport à ça aussi. On a vu ce que c'était que l'addition de deux nombres complexes. On a vu ce que c'était que le conjugué d'un nombre complexe. On a vu ce que c'était que la multiplication d'un scalaire par un nombre complexe. Mais tout ça découle des notions sur les vecteurs algébriques qu'on avait vues dans le chapitre précédent. On avait vu ce que c'était qu'une multiplication d'un nombre complexe avec un autre nombre complexe. Donc, on traite ça comme deux binômes et on distribue chacun des termes sur les deux autres termes du nombre complexe. Ensuite, on traite j carré comme étant moins 1, bien entendu. Tout découle de ça, que j carré égale moins 1. On avait également vu, et je pense qu'on avait terminé là, avec la division de nombres complexes. Donc, un nombre complexe divisé par un nombre complexe, beaucoup plus abstrait que dans les nombres réels, où on se dit 6 divisé par 2. Ben, 2 rentre combien de fois dans 6? Mais là, si on se dit 1 plus j divisé par 2 plus 3j, on ne peut pas utiliser la même logique. Donc, on avait vu qu'on utilisait l'inverse multiplicatif du nombre complexe plutôt que de diviser par le nombre complexe. Ce qui revient exactement au même, mais ce qui nous montrait qu'on avait une belle conclusion ici, là, lorsqu'on veut diviser par un nombre complexe, que moi ici j'ai appelé x plus yj, ben, ce qu'il fallait faire, c'était multiplier par le conjugué en haut et en bas pour obtenir l'expression qui était là. Okay? Et c'était là où on s'était laissé, on avait fait quelques exemples par rapport à ça ici, donc j'avais fait quelques exemples. Est-ce que vous aviez des questions sur tout ce qu'on a fait sur ce chapitre-là, ou même avant, si vous voulez, mais surtout avec les notions sur les nombres complexes? Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations ou des commentaires par rapport à ça?
Moi, il y a juste la division, là. Je pense qu'on a été vite un peu la dernière fois, là. En effet, je vous Mais à suggérerais part ça, peut-être, ben, c'est correct. c'est une bonne idée, Maxime, là, de peut-être en faire un de plus avant de poursuivre. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y en Bien avait? d'accord. Ben, bon, parfait. Je vais en inventer un. OK? Une division de nombres complexes. Donc, allons-y, allons-nous. Disons 3 plus 2j. Ça, c'est un nombre complexe qu'on va diviser par un autre nombre complexe. Disons 2 plus 3. On va pas utiliser juste 2 et 3. On va dire 2 plus 5j. Allons-y comme ça. Donc, si on était dans le monde des réels, on se dirait le dénominateur rentre combien de fois dans le numérateur, puis ça serait tout, merci, bonsoir. Ici, on ne peut pas utiliser la même logique. C'est des nombres en deux dimensions, des nombres complexes. Donc là, il faut utiliser une stratégie. La stratégie qu'on avait vue, on va retourner voir dans les notes de cours. On avait 1 sur A plus BJ était égal à, donc l'inverse multiplicatif d'un nombre conjugué, c'était égal au d'un nombre complexe, c'était égal à son conjugué divisé par la norme au carré, A carré plus B carré. OK? Donc, on va juste garder ça en tête dans une petite bulle on the side. On va se prendre ça ici, on va le rapetisser juste une petite shot, puis on va le mettre ici, juste pour bien s'en rappeler. Donc, tout ce que j'ai fait ici, là, c'est réécrire la conclusion qu'on avait trouvée dans les notes de cours ici. OK? Donc, ça, il faut juste bien le garder en tête ou savoir où aller le trouver dans les notes de cours, du moins. OK? Donc, on va utiliser ce résultat-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à la place de diviser 3 plus 2j par 2 plus 5j, on va prendre 3 plus 2j et on va le multiplier par l'inverse multiplicatif de 2 plus 5j. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est en train de faire exactement la même opération arithmétique? De diviser par 2 plus 5j, c'est la même chose que de multiplier par 1 divisé par 2 plus 5j. Et la beauté de la chose, c'est que maintenant, on a la forme désirée dans notre formule. OK? Donc, si on a 1 divisé par un nombre complexe, ce qu'on peut faire, c'est le remplacer par l'expression qui est à droite de l'égalité ici. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, notre 3 plus 2j va rester tel quel et on va multiplier par, donc à la place de diviser, on va multiplier par, là, on va regarder, le a dans l'expression qu'on a là, c'est le 2, la partie réelle du nombre complexe qui est au dénominateur, donc le 2. Le b dans mon expression qui est là, c'est 5, la partie imaginaire de mon nombre complexe qui est au dénominateur. Donc, à la place de 1 divisé par a plus bj, je peux mettre à la place a, ici c'est 2, moins bj, ici c'est 5j. Grossièrement, c'est le conjugué de votre nombre complexe. Et on divise par, maintenant je prends ma partie réelle au carré, donc je vais écrire 2 au carré, et je vais mettre ma partie imaginaire au carré, moins 5, je vais écrire plus moins 5, au carré. OK? Et la beauté de la chose ici, c'est qu'il n'y a plus de partie imaginaire au dénominateur. 2 au carré plus moins 5 au carré, ça c'est un nombre réel, donc on n'a même plus besoin de s'imaginer qu'on est en train de faire une division complexe. Donc allons-y, continuons comme ça. On a 3 plus 2j. On multiplie ça par 2 moins 5j. Je vais juste le réécrire un peu plus au propre avec des parenthèses. Divisé par maintenant mon dénominateur, je suis capable de calculer. Là. C'est un nombre réel. C'est 2 au carré, c'est 4. Moins 5 au carré, c'est 25. On a donc 29 au dénominateur. Puis là, ce qu'on fait, on est rendu avec une multiplication de nombres complexes. Multiplication, hein, on sait comment faire une multiplication de nombres complexes. Il faut tout simplement distribuer le premier binôme sur le deuxième ou vice-versa. Donc, on va faire ça. On va avoir 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois moins 5j, ça fait moins 15j. Ensuite, je distribue mon 2j. 2j fois 2, 4j. Et 2j fois moins 5j, moins 10j carré.
Et le tout est divisé par 29. Il n'y a donc plus de parties imaginaires dans votre opération qu'on est en train de faire. Excusez-moi, je suis juste un petit stress. Non, c'est bon. Vous êtes bien en train d'enregistrer. J'ai eu un petit décalage au moment. OK, parfait. Et là, on met tout ce qui est en commun ensemble. Donc, toutes les parties réelles entre elles, toutes les parties imaginaires entre elles. Donc, la partie imaginaire ici, on va combiner le 4 avec le moins 15. Pourquoi est-ce qu'on combine ces deux choses-là entre elles? Parce que c'est deux trucs qui sont associés avec du J. C'est donc la partie imaginaire de votre nombre complexe. Pourquoi je n'ai pas ajouté le moins 10 J carré? Il y a pourtant du J là-dedans aussi. Parce que le J est au carré. Et J au carré, ça fait moins 1. Donc, on est rendu avec un nombre réel. On n'est plus rendu avec une expression avec une partie imaginaire. Donc, on va mettre ça ensemble. 6 moins 10 J carré. Je vous rappelle que J carré, c'est moins 1. Donc là, j'ai moins 10 J carré. J'ai donc moins 10 fois moins 1. Ça va faire plus 10. La partie réelle va donc être 6 plus 10, 16. Et la partie imaginaire, ben, j'ai 4J et j'ai moins 15J. J'effectue cette opération-là, ça va me donner moins 9J. À moins que je me trompe. Non, non, moins 11, excusez-moi. Moins 11J, excusez-moi. Et on divise par 29. Notre division par 29 est toujours là. Donc, on la laisse là, elle aussi. Et c'est pas mal ce qui conclut notre division. Oui. Ouais, j'ai pas compris pourquoi on mettait le 6 et le moins 10 J2 ensemble. OK, je vais aller refaire ça peut-être avec une étape de plus. Donc, j'ai peut-être sauté une étape en effet. Donc, notre 6, tu es d'accord avec moi que c'est une partie réelle puisqu'il n'est pas associé à J. Mais on a moins 10 J carré. Donc, je te rappelle, J carré, c'est quoi, hein? Ah, on a 6. Ça fait moins 1 fois Exactement. On a comme ça. Donc, J, c'est la racine de moins 1. Si tu mets la racine de moins 1 au carré, tu te ramasses avec moins 1. 6 moins 10 fois moins 1. 6 plus 10, 16. Parfait. C'est bon. C'est tout simplement C'est-tu la réponse finale? 16 moins 11J sur 29? Moi, ça, c'est une réponse très convenable, à mon avis. Il y en a qui vont vraiment vouloir écrire partie réelle, partie imaginaire de façon distincte. Pour moi, quelqu'un qui fait cette opération-là et qui arrive à ce résultat-là, tout est point, je n'y vois absolument aucun inconvénient. Yeah. Pour être très rigoureux, on écrirait 16 divisé par 29 moins 11 divisé par 29J. Okay. Mais je comprends pas pourquoi on fait une division pour arriver à une division. C'est parce qu'on... OK, je comprends, Maxime. C'est Maxime qui parle, oui, je pense que oui. Oh. C'est parce qu'au départ, on a une division avec un nombre complexe au dénominateur. OK, puis on veut que ce soit un nombre réel. On veut que ce soit un nombre réel. Donc, pour faire ça, il faut vraiment utiliser la twist de multiplier par un nombre stratégique. OK? C'est bon. Utiliser le résultat qu'on a vu au dernier cours. C'est vraiment ça, c'est ça l'essence même de diviser par un nombre complexe. C'est de multiplier à la place par l'inverse multiplicatif. Puis l'inverse multiplicatif, on est rendu avec une formule pour la réécrire d'une façon plus simple. Quand je dis plus simple, c'est avec une partie imaginaire nulle au dénominateur. Donc, à la place de diviser, c'est comme si on multipliait par une fraction qui est plus simple. Dans le monde des complexes, c'est plus simple. J'espère que ça répond bien à ta question, Maxime. Ouais. Donc oui, on ne se sauve pas d'une division. On va toujours avoir une division, mais on va avoir une division par un nombre réel et non pas une division par un nombre complexe. Voilà, je pense que ça mérite d'être clair. J'avais le goût de continuer à enchérir. Hein, vous connaissez, toujours le goût de continuer à enchérir, mais je pense que c'est suffisant comme ça. Je ne veux pas vous mêler ou vous mêler davantage. Je ne sais pas à quel niveau on se situe là. Est-ce que c'est clair? Ça t'aide, Maxime? Tu parlais de la division qui était peut-être plus laborieuse. Ben, avec un exemple supplémentaire, c'est peut-être plus clair. Qu'est-ce que je voulais dire à part de ça? Ça ressemble à ça, je pense. All right, parfait. Donc, division d'un nombre complexe. Division d'un nombre complexe qui sont exprimés en forme rectangulaire. On va voir qu'il existe une autre façon. En fait, il existe plusieurs autres façons d'exprimer les nombres complexes dans le plan d'Argan. La façon rectangulaire, c'est une façon qu'on peut relier aux vecteurs algébriques. Mais n'oubliez pas qu'on a aussi vu les vecteurs géométriques.
On peut aussi faire la correspondance entre les nombres complexes et les vecteurs géométriques. Quelles étaient les caractéristiques qui décrivaient les vecteurs géométriques? On avait la longueur de la flèche, on avait la direction, c'est-à-dire l'angle formé entre l'axe des X positifs et le segment de droite qui représentait votre vecteur, et le sens. Ben, on peut faire ça aussi avec les nombres complexes. Puisqu'un nombre complexe, c'est un certain vecteur algébrique, c'est un certain endroit à l'intérieur d'un plan cartésien. Donc, on peut dire qu'il est à une certaine distance de l'origine, certaine longueur, une certaine distance de l'origine, et on peut dire que si on forme un segment entre l'origine 0, 0 et notre nombre complexe, ben, qu'il existe un angle qui va être formé avec l'axe des X positifs et ce segment-là. Donc, on peut carrément faire la correspondance aussi entre les nombres complexes et les vecteurs géométriques. Et c'est ce qu'on va faire dans le cours. C'est ce qu'on va faire dans le cours, dans le présent cours. OK? Je vous ai préparé un petit schéma qui est dans vos notes de cours aussi, donc si vous voulez suivre avec ça, sans problème. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'exprimer un vecteur, pas un vecteur, je vais essayer d'exprimer mon nombre complexe, Z, qui, je vous rappelle, est égal à A plus BJ. J'ai écrit I ici comme un débutant, là, parce que je suis trop habitué d'utiliser I plutôt que J. Et vous, dans votre programme, vous utilisez la lettre J. Donc, je vous rappelle que là, c'est un nombre complexe arbitraire, c'est écrit Z égale A plus BJ. Donc, je vais essayer de trouver une autre façon de réécrire mon nombre complexe. Et vous allez voir, cette nouvelle façon-là de réécrire le nombre complexe va avoir des belles propriétés qui vont découler de ça. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on fait ce travail-là qu'on s'apprête à faire. Donc, on va utiliser les rapports trigonométriques ici. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser les rapports trigonométriques? Parce qu'il y a un beau triangle rectangle qui est apparu lorsqu'on a joint l'origine 0, 0 à votre nombre complexe A plus BJ. OK? Et on a R. Vous voyez, R, c'est la longueur de l'hypoténuse dans votre triangle rectangle. C'est donc la norme de votre vecteur géométrique ou algébrique, peu importe. C'est donc la distance entre l'origine et votre vecteur algébrique. C'est donc la distance qu'il y a entre votre nombre complexe et l'origine, pardonnez-moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle le module en passant. Donc, R, c'est écrit dans mes notes de cours, c'est le module de votre nombre complexe. C'est ça la définition du mot module, c'est la distance entre votre nombre complexe et l'origine 0, 0. La façon de calculer ça, pas compliqué, Pythagore. A au carré plus B au carré sous la racine carrée, ça va vous donner R à tout coup. Donc, on va considérer que R, c'est ce qu'on appelle le module de votre nombre complexe, la distance entre l'origine et votre nombre complexe. Bon, maintenant, un coup qu'on accepte ça, on peut trouver à l'aide des rapports trigonométriques la correspondance entre votre nombre complexe et l'angle formé entre l'axe des X positifs et le segment de droite qui rejoint l'origine à votre nombre complexe. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire cos θ, puis je vais écrire sin θ ici. Donc, cosinus θ, ce que vous vous souvenez, c'est quoi? Dans un triangle rectangle, c'est toujours le côté opposé à votre angle. Ici, c'est B. Je me mêle, en plus, je suis enregistré. Je répète, on rembobine de 3 secondes. Cos θ, c'est le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, ici, c'est le module de votre nombre complexe. C'est ce qu'on vient de noter R. OK? On va aller faire la même chose avec le sinus. Vous allez comprendre pourquoi, ça ne sera pas bien long. Le sinus, ça, c'est le côté opposé à votre angle, divisé par l'hypoténuse aussi. Donc, moi, ce que je veux faire, ce serait d'isoler A en fonction de ces deux paramètres-là pour aller le substituer dans ma représentation rectangulaire de mon nombre complexe et faire la même chose avec le B qui est ici. Je vais aller l'isoler dans ma petite équation
très simple que j'ai là, et aller remplacer le B qui est là par ce que je vais avoir trouvé. OK? Donc, si j'isole A dans ma première équation, c'est très simple. Je fais un petit produit croisé, hein, ou un petit queue de poisson, comme nous le dit si bien Benjamin. Donc, on va isoler A et ça va nous donner R cos θ. Et si je fais la même chose avec mon B qui est ici, B, ça va être R sin θ. Donc, je vais aller remplacer A et B par ce qui est équivalent et ce que je viens de déterminer. Donc, si Z égale A plus BJ, Z est aussi égal à R cos θ plus B, c'est R sin θ J. OK? Et je peux mettre mon R en évidence. J'ai deux termes avec un facteur commun qui est le facteur R, R étant le module de votre nombre complexe. Donc, je peux mettre R en évidence et il va me rester cos θ plus, je vais mettre mon J en avant du sin θ. Ferme la parenthèse et c'est ça qu'on appelle la forme polaire de votre nombre complexe. Donc, vous pouvez écrire Z égale A plus BJ ou vous pouvez écrire Z égale R cos θ plus J sin θ, θ étant l'angle formé entre l'axe des X positifs et votre segment qui rejoint votre nombre complexe à l'origine, et R étant la distance entre l'origine et votre nombre complexe. Donc, c'est maintenant une nouvelle forme qui existe, qu'on connaît pour exprimer n'importe quel nombre complexe, n'importe où dans le plan cartésien. Habituellement, on prend θ dans l'intervalle de 0, de moins pi jusqu'à pi. C'est ça. Donc, de moins pi jusqu'à pi. De moins pi jusqu'à pi, ça veut dire, si on a un cercle trigonométrique, soit vous donnez un angle entre 0 et pi, ou soit vous donnez un angle entre 0 et moins pi. C'est rare qu'on va dire que notre nombre complexe se situe, fait un tour de 180 degrés et un peu plus. Donc, soit on parcourt de 0 à 180 degrés dans le sens horaire, ou soit on parcourt de 0 à 180 degrés dans le sens anti-horaire. Mais ça ne serait pas une erreur de donner un angle qui est à l'extérieur de ça. Ça, on appelle ça l'angle ou l'argument principal. L'argument principal. C'est tout écrit dans les notes de cours. Principal. OK? Donc, on va maintenant prendre en considération, on va maintenant accepter ça, qu'on a le droit de dire Z égale A plus BJ ou Z égale R fois cos θ plus J sin θ. Forme cartésienne et forme polaire. Forme rectangulaire pour la première aussi, qu'on peut dire. Donc, on va aller voir dans les notes de cours si j'ai oublié quelque chose. La forme polaire, on dit aussi la forme trigonométrique, vous comprendrez pourquoi. Mais je pense que vous, dans votre programme, vous utilisez plus le terme polaire. Tout point AB du plan peut être identifié par sa distance avec l'origine. Ça, c'est R. C'est votre module de votre nombre complexe. Et l'angle entre le segment qui relie l'origine avec l'axe des nombres des réels positifs, cet angle-là, on l'appelle θ, exactement comme un vecteur géométrique. Et on aura à ce moment-là le résultat qu'on vient de démontrer, Z égale R fois cos θ plus J sin θ. Il existe plusieurs notations pour la forme polaire d'un nombre complexe. Moi, j'ai toujours utilisé personnellement celle-là, mais vous, dans votre volume et dans votre programme, vous allez utiliser celle-là. Donc, c'est plus concis un peu. OK? Donc, à la place d'écrire à chaque fois cos θ plus J sin θ, vous allez juste faire un petit symbole d'angle, puis vous allez écrire l'angle ensuite. OK? Donc, c'est plus simple, c'est plus concis. Donc, vous écrivez R, angle, θ. Mais ça se peut que vous me voyez écrire R cos θ plus J sin θ éventuellement, parce que je suis tellement habitué de le faire aussi.
OK? Donc, je vais laisser en bleu celle que vous allez utiliser le plus, vous autres, dans votre programme. Ou R, c'est quoi R? C'est le module de votre nombre complexe, c'est-à-dire la distance entre le point AB et l'origine. On le note, vous voyez, deux petites barres parallèles. Z, c'est la distance avec l'origine et on calcule ça avec Pythagore. Et ou θ, comme je vous disais, ça ici, j'aurais dû mettre ce mot-là en gras et souligné. Et où l'angle qui se situe entre moins pi et pi, comme je vous l'ai dit tantôt, est l'argument de Z, noté ARGZ, c'est-à-dire l'angle formé entre l'axe des réels et le vecteur. OK? Donc, on va se pratiquer à passer d'une forme à l'autre, passer de la forme polaire à la forme cartésienne et passer de la forme cartésienne à la forme polaire. Parce qu'il y a des trucs qui sont plus faciles à faire en forme polaire, puis il y a des trucs qui sont plus faciles à faire en forme cartésienne. Donc, c'est important d'être capable de passer d'une forme à l'autre dans le but d'aller faire les opérateurs de façon allégée. Donc, voici un nombre complexe qui est très simple. Donc, on va réécrire le nombre complexe 1 moins racine de 3j en forme polaire. Donc là, on a un nombre complexe écrit sous sa forme cartésienne. On va aller l'écrire sous sa forme polaire. Je vais juste aller me le représenter vite fait dans le plan d'Argan. Donc, j'ai mon axe des réels, j'ai mon max imaginaire ici. Je vais aller mettre mon nombre complexe Z à quelque part là-dedans. Donc, la valeur en X, ou la valeur réelle ici, c'est 1. Et la partie imaginaire, c'est racine de 3 avec un négatif moins racine de 3. Donc, mon nombre complexe Z se situe à quelque part ici. Ce que je vais faire, je vais relier l'origine avec mon nombre complexe Z qui est là, pour lequel je connais sa coordonnée en X et en Y. Et je vais refermer le triangle rectangle de cette façon-là. Et ce que je vais chercher, qu'est-ce que j'ai besoin pour représenter mon nombre complexe sous sa forme polaire? J'ai besoin de la distance avec l'origine, très facile à calculer, Pythagore. Et j'ai besoin de l'angle formé entre l'axe des X positifs et le segment que je viens de dessiner ici qui représente l'hypoténuse. Donc, j'ai besoin de calculer cet angle-là. C'est vraiment pas compliqué. Ce qu'il y a en rouge ici, c'est un triangle rectangle assez simple, là. On a une longueur de 1 ici, on a une longueur de racine de 3 ici. On cherche la longueur de l'hypoténuse. Je vais appeler ça R, cette longueur-là. Et on cherche θ. Donc, c'est les deux choses qu'on a de besoin pour représenter notre nombre complexe sous sa forme polaire. Donc, pour trouver R, je vous le rappelle, on utilise Pythagore, c'est un triangle rectangle. Donc, c'est égal à la racine carrée de la partie réelle élevée au carré, plus la partie imaginaire, moins racine de 3, élevée au carré. 1 élevé au carré, ça fait 1. Racine, moins racine de 3. En fait, je n'ai même pas besoin de mettre le moins, là, si on parle d'une longueur. Donc, je n'ai même pas besoin de mettre le moins. Je suis dans un triangle rectangle, donc la longueur n'est pas moins racine de 3, c'est racine de 3. Ça aurait donné la même affaire. By the way, donc 1 au carré, ça fait 1. Racine de 3 au carré, ça fait 3. J'ai donc la racine de 1 plus 3, 4. 2. La distance entre mon nombre complexe Z et l'origine 0, 0, c'est une distance de 2. Ben, c'est déjà beaucoup d'informations que j'ai pour réécrire mon nombre sous sa forme polaire. J'ai besoin de θ maintenant. Mais là, j'ai les trois longueurs. J'ai les trois longueurs dans un triangle rectangle. Je suis capable d'utiliser n'importe quel rapport trigonométrique pour trouver l'angle θ, l'angle formé entre l'axe des X. Et votre segment de droite qui est là. Donc, on va avoir θ égale, quel rapport trigonométrique on utilise? Disons qu'on va utiliser cosinus, puisqu'on n'aura pas besoin du racine de 3. Donc, on va utiliser arc cos
du côté adjacent de votre angle divisé par l'hypoténuse. Donc, on va avoir que θ, on aurait eu que cos de θ aurait été égal à 1 sur une demi. Donc, si vous voulez isoler θ là-dedans, vous faites la fonction trigonométrique inverse à cos, arccos. Donc, ça, c'est le chapitre précédent. On a donc que θ égale quoi? Quel angle donne un cosinus de une demi? Cet angle-là, c'est un angle de 60 degrés. Moi, je vais l'écrire en radian, pi sur 3. Un angle de pi sur 3. Donc, mon module, c'est 2. Mon argument, c'est pi sur 3. Il faut faire attention avec ce que je viens juste de dire. L'argument, est-ce que c'est vraiment pi sur 3? Pi sur 3, ça voudrait dire je tourne dans ce sens-là. Rappelez-vous, un angle positif, vous tournez dans le sens anti-horaire. Moi, je tourne dans le sens horaire pour atteindre mon nombre complexe. C'est donc moins pi sur 3, mon angle. Peux-tu faire genre 2 pi sur quelque chose? Genre, Tu veux donner, toi, mon cher Jacob, cet angle-là, c'est ça? ouais. Oui, je n'y vois aucun inconvénient. Mais il y a une petite convention, je sais que Benjamin aime le mot convention. Il y a une petite convention en maths qui dit que pour représenter les nombres complexes sur leur forme polaire, on utilise des angles qui se situent entre moins pi et pi. OK? Mais ce n'est pas une erreur de faire ça, Jacob. Jamais je vais t'enlever des points pour m'avoir donné cet angle-là qui correspond exactement au même angle. Mais si tu veux avoir le plus de rigueur possible, on va utiliser l'angle moins pi sur 3. Moi, j'ai une question. Ça sera pas long. Je pense que c'est Étienne. Ça sera pas long, Étienne. Ouais. Comme on tourne dans ce sens-là, θ égale moins pi sur 3. Puis là, je vais réécrire mon Z comme étant son module, R, 2. On met un petit angle comme ça, puis on écrit l'angle, θ qu'on a trouvé, moins pi sur 3. Moins pi sur 3, c'est aussi égal à 5 pi sur 3. Jacob, tu nous disais, là, si tu avais écrit 5 pi sur 3, ça aurait été correct aussi. Oui, Étienne, je t'écoute. Dans le fond, je comprends juste pas pourquoi ça donne pi sur 3. Moi, je l'ai fait dans ma tête. Tu peux le faire sur ta calculatrice. Le arccos de 1 demi, c'est pi sur 3. Ou c'est 60 degrés. Tu aurais pu m'écrire 60 degrés. OK. Ça ne m'embête pas. Mais en général, on donne des angles en radian avec les nombres complexes. Je te rappelle qu'un tour de cercle, c'est 2 pi. Donc, tu as juste à trouver la correspondance entre la proportion entre 2 pi et 360 degrés qui fait en sorte que tu as 60 degrés. Donc, c'est 1/6 de tour. 1/6 de 2 pi, c'est pi sur 3. Grossièrement, c'est ce que j'ai fait comme calcul mental. Oui, Jacob? Ma question, c'est... j'ai une question, c'est genre, est-ce que c'est normal que genre la racine carrée, la racine carrée de 3, genre, ça fasse pi sur 3, puis est-ce que ça va faire ça pendant tout le long? Genre, si tu mets genre la racine carrée de 5, ça va faire Non. pi sur 5? Non. Il n'y a pas de lien. C'est une coïncidence. Tu veux dire, si j'avais eu 1 et racine de 5, mettons, est-ce que ça m'aurait donné pi sur 5 comme angle? Non, c'est impossible. Non. Il n'y a pas de correspondance. Ici, c'est une simple coïncidence. Il ne faut pas voir des liens là où il n'y en a pas. OK? Oui. Donc, non, il faut vraiment utiliser une fonction trigonométrique inverse pour trouver l'angle θ. Donc, si j'ai utilisé l'arccos, tu aurais pu utiliser arctan, tu aurais pu utiliser arcsine. Tu utilises celui qui te stimule le plus. Moi, j'aimais bien le fait de ne pas travailler avec un racine de 3. J'aimais bien travailler avec mes deux valeurs entières que j'avais, c'est-à-dire le 1 et le 2. J'ai donc utilisé le rapport trigonométrique que je savais qui faisait intervenir ces deux côtés-là. Côté adjacent, hypoténuse, cosinus. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé l'arccos.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Donc, j'ai réussi à réécrire mon nombre complexe sous sa forme trigonométrique. Donc, je rappelle que Z, c'est R. On fait un petit angle comme ça, puis on donne l'angle. On va faire l'inverse. Vous allez voir, l'inverse, c'est quasiment bébé lala. Pourquoi c'est bébé lala? Ben, tout ce qu'on a besoin de faire pour passer de la forme polaire à la forme cartésienne, c'est de distribuer votre 3 à l'intérieur, ben, votre module à l'intérieur, et d'évaluer le cosinus et d'évaluer le sinus de ces angles-là. Puis vous allez trouver une valeur numérique pour ces trucs-là. Donc, on va écrire notre nombre complexe qui est là, écrit sous sa forme polaire. Donc, on sait que la distance avec l'origine, on pourrait essayer d'aller le dessiner dans notre plan complexe. Donc, ça, c'est mon plan complexe. Je forme un angle de 3π sur 4. Ça veut dire qu'il faut que je fasse 3 quarts de demi-tour. Donc, je me rends jusqu'ici. Et la distance, c'est 3. Donc, votre nombre complexe Z est à quelque part là. Donc, en théorie, vous seriez supposé trouver une partie réelle négative, une partie imaginaire positive. Ici, sinon, ça ne ferait pas trop de sens de trouver ça. Et on sait que la distance ici, c'est 3. OK? Donc, vous voyez qu'on peut représenter n'importe quel nombre complexe de cette façon-là aussi. Donc, on va distribuer notre 3 à l'intérieur. On va avoir 3 fois le cosinus de 3π sur 4. Vous pouvez commencer à essayer de trouver c'est quoi la valeur de cos de 3π sur 4 en utilisant le cercle trigonométrique, bien sûr. C'est un angle remarquable. Plus 3j sin de 3π sur 4. Un angle de 3π sur 4, je vous rappelle que c'est un angle de 135 degrés. C'est donc, par rapport à l'axe des Y, un angle de 45 degrés. Est-ce que vous vous souvenez de la valeur du cos et de la valeur du sin pour 45 degrés? Est-ce que vous C'est vous en- 1, il me semble. Non, non, malheureusement, ça va être 1 juste si tu as un angle de 0, de 90, de 180 ou de 270. Tu n'auras jamais d'autres 1 qui vont apparaître. Attendez une seconde, je vais refaire mon cercle trigonométrique, puis je vais changer de couleur pour séparer mes deux problèmes. Hein. Vous pouvez utiliser votre calculatrice, là. Mais on aimerait ça avoir la vraie valeur, parce que vous autres, si vous utilisez votre calculatrice, vous allez avoir ce qu'on appelle une approximation décimale de votre valeur. Moi, j'aimerais ça trouver la vraie valeur. Donc, moi, je sais que la coordonnée que je veux dans mon cercle trigonométrique, c'est la coordonnée qui est là. Mais je sais que cette coordonnée qui est là, je suis capable de la trouver en allant regarder la coordonnée qui est ici et changer son signe pour x, la valeur de x. Donc, moi, ce que je cherche, c'est la même chose que le cosinus et le sinus de 45 degrés, ou pi sur 4. Est-ce que vous vous souvenez des deux valeurs qu'on avait ici dans notre cercle trigonométrique? Racine de 2 sur racine de 2, quelque chose Tu de l'as, même. tu l'as. Racine de 2 sur racine de 2, ça ferait 1, mon cher Maxime. Mais tu l'as, je le sais que tu l'as. C'est racine de 2 sur 2. Puis racine de 2 sur 2. Donc, c'est la même valeur en x et en y pour un angle de 45 degrés. Pourquoi? Ben, vous avez un triangle rectangle avec un angle de 45 degrés. Donc, l'autre angle est aussi un angle de 45 degrés. Vous avez donc un triangle qu'on appelle isocèle. Donc, les deux côtés sont égaux. Racine de 2 sur 2. Donc, la valeur qu'on a ici pour le cosinus et le sinus de 3π sur 4, donc si j'ajoute 90 degrés à ma patente, tout ce que je fais, c'est changer le signe de ma valeur en x. Ça va donc être moins racine de 2 sur 2, mais la valeur en y va être la même. Racine de 2 sur 2. Vous l'avez, le cercle trigonométrique, dans votre chapitre sur la trigonométrie. Chapitre 8, il me semble. OK? Donc, ça, c'est le cos. Puis ça, c'est le sin. Je suis donc prêt à aller réécrire mon nombre complexe qui est là. Z égale 3 fois
Le cosinus de 3pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2, plus 3j. Le sinus de 3pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. J'ai quoi là maintenant? J'ai la forme cartésienne. J'ai plus d'angle, j'ai plus de cos, j'ai plus de sin. J'ai rien d'autre que des valeurs réelles, des nombres, des valeurs numériques. Je vais juste la réécrire de façon un peu plus propre ici en bas. J'ai donc moins 3 racine de 2 sur 2. Ça, c'est ma partie réelle de mon nombre complexe. Plus 3 racines de 2 sur 2, j. Partie imaginaire de mon nombre. J'ai donc trouvé une partie réelle négative. Ça fait du sens. C'est ce que j'avais dessiné comme représentation graphique. J'ai trouvé une partie imaginaire positive. Ça fait du sens. C'est ce que j'avais trouvé comme représentation graphique aussi, avec mon intuition et mes connaissances sur les angles. Donc ça ici, c'est la partie, c'est la forme rectangulaire de votre nombre complexe qui est représenté par un module de 3 et un angle de 3pi sur 4. Exactement. J'arrive à la même réponse que précédemment. Est-ce que c'est clair comment passer d'une forme à l'autre? C'est assez simple lorsqu'on a bien nos rapports trigonométriques en tête, notre loi de Pythagore en tête, pour passer de la forme cartésienne à polaire. Mais pour passer de la forme polaire à cartésienne, c'est encore plus facile. Vous faites juste distribuer votre module, évaluer les cos et évaluer les sins. C'est tout. Vous auriez pu me donner une approximation numérique. Encore une fois, je ne vous enlèverai pas de points pour quelqu'un qui aurait fait cos de 3pi sur 4. Il faut que tu mettes ta calcul en radian, par exemple. Cos de 3 fois pi divisé par 4 fois 3. Quelqu'un qui m'aurait donné moins 2,1 plus 2. Il faut que je divise par 2. J'ai oublié de diviser par 2. Moins 1,06. Moins 1,06 plus 1,06j. J'aurais-tu enlevé des points? Ben non. C'est correct d'utiliser la calculatrice aussi. Elle existe, c'est pas pour rien. Mais c'est d'autant plus intéressant de trouver la valeur exacte, racine de 2 sur 2 fois 3. À mon avis, du moins. Comme ça, on n'a pas une approximation, on a les valeurs exactes. Donc, vous trouvez une ou l'autre. Je vais vous donner vos points, bien entendu. Voilà. Voilà. Bon, puis pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on ferait une forme cartésienne et une forme polaire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se contenter de la forme cartésienne? Ou pourquoi on ne peut pas se contenter de la forme polaire? Pourquoi on n'utilise pas tout le temps la même forme? Ça serait peut-être plus simple? Ben non. Il y a des opérations qui sont plus simples en cartésienne. Il y a des opérations qui sont plus simples en polaire. Quelles sont les opérations qui sont assez simples en forme cartésienne, c'est-à-dire celles qu'on a vues? L'addition n'était pas bien nébuleuse. Je vous rappelle peut-être un peu ce qu'on faisait lorsqu'on additionnait deux nombres complexes écrits sur leur forme cartésienne. Somme d'un nombre complexe, très simple. On additionne les parties réelles entre elles. On additionne les parties imaginaires entre elles. Y a-t-il quelque chose de plus simple que ça? Non, très, très simple. Donc, lorsqu'on a une addition, on va utiliser la forme cartésienne. Parce que d'additionner la forme polaire, d'additionner deux nombres complexes sur leur forme polaire, c'est faisable. Mais c'est quand même plus de travail. Multiplication d'un nombre complexe par un scalaire, c'est pas plus difficile d'une forme à l'autre. Donc, vous utilisez la forme qui est présentée de votre nombre complexe. Le produit d'un nombre complexe, c'est quand même pas si difficile en forme cartésienne, mais vous allez voir, c'est encore plus simple en forme trigonométrique. Puis ce qu'on veut s'éviter à tout coup, c'est la division de nombres complexes. C'est pas évident, c'est pas agréable à faire, en tout cas, du moins à mon avis. Je suis persuadé qu'à votre avis aussi, pas agréable à faire une division de nombres complexes qui sont écrits sur leur forme cartésienne.
Vous allez voir qu'avec la forme polaire, ça se fait en un clin d'œil, diviser deux nombres complexes et multiplier deux nombres complexes. Et c'est là-dessus que va terminer notre session en passant. Donc, si ça ne vous embête pas, je vais sauter la pause. On serait dû pour une pause. À moins que vous me dites que vous voulez avoir un petit 10 minutes ou un petit 5 minutes pour aller boire une gorgée d'eau, là. Non, ça va. C'est correct? Je parle beaucoup, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais on achève, lâchez pas. Regardez comment c'est simple le produit de deux nombres complexes qui sont écrits sur leur forme polaire. Soit les nombres complexes Z1 égale, ben là j'ai juste réécrit le nombre complexe, puis j'ai oublié d'écrire J comme un imbécile. Regardez ça. Ici, il manque le J. Ici, il manque le J aussi, puis ça sent le copier-coller, fait que d'après moi, il va manquer les J partout. Donc, si vous avez deux nombres complexes, que moi j'ai appelés Z1 et Z2, R1 et R2, les deux modules respectifs de vos deux nombres complexes, θ1, θ2, les deux angles, les deux arguments principaux de vos deux nombres complexes respectifs. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on multiplie les deux nombres complexes? Regardez ça comme c'est simple. Excusez, mon accent de la base est ressorti. On multiplie les deux modules entre eux et on additionne les arguments principaux. That's it, that's all. Baseball. Je savais que vous l'attendiez, celle-là. Donc, c'est tellement plus simple que de distribuer un binôme sur un autre binôme, de considérer ensuite que si j'ai du J au carré, il faut que je traite ça comme un moins 1, changer le signe ensuite, mettre les parties réelles entre elles, mettre les parties imaginaires entre elles. C'est faisable. C'est pas hyper challengeant, mais ça, bien plus simple. Vous multipliez les deux R entre eux, vous additionnez les angles. Merci, bonsoir. Graphiquement, de quoi ça a l'air? Donc, si vous avez Z1 et Z2, donc vous les voyez ici, mes deux nombres complexes que je multiplie entre eux. Donc, il y a un certain module, une certaine distance avec l'origine, un certain angle formé avec l'axe réel. Qu'est-ce qui se passe? On additionne les deux angles pour avoir la droite, le segment de droite qui est là, et on multiplie les deux modules entre eux pour avoir une longueur, dans ce cas-ci, supérieure. Simple comme bonsoir. On fait-tu un exemple de ça? Ah non, je vais présenter le quotient juste avant. Le quotient est tout aussi simple. Jacob, tu avais une question? Ouais, mais genre, avant ça, là, le numéro qu'on a fait, là, Oui. là on Oui. n'aurait pas pu mettre genre 3 fois 45 degrés. 3 fois 45 degrés? Ouais, oui, ça c'est l'argument de ton nombre, oui, tout à fait. Ouais. Ok. 3 pi sur 4, tu veux, je pense que j'ai peut-être de la misère à saisir ta question, mais tu voulais dire 3 pi sur 4 égale 3 fois 45 degrés? Ben, genre, là, Oui, oui, ça me oui, semble, oui, tu as tout à fait raison. Ça fait bien 135 degrés, je pense, comme je l'avais mentionné. Oui, oui. Ça marche. Puis tu aurais pu faire cosinus de 135 degrés sur ta calculatrice. Ça t'aurait donné la même chose, mais il aurait fallu que tu mettes ta calculatrice en degrés, bien entendu. Donc, si tu veux, toi, Jacob, prendre un angle en radian, l'écrire en degrés à la place, puis évaluer la fonction trigonométrique cos et sin sur cet angle en degrés-là, je n'y vois aucun inconvénient. Il faut juste que tu sois capable de faire la conversion de façon correcte. Il faut que tu t'assures d'être capable de faire ça. Mais oui, il n'y a pas de problème. Puis tu as tout à fait raison. Un angle de pi sur 4, c'est un angle de 45 degrés. Donc, un angle de 3 pi sur 4, c'est 3 fois 45 degrés. Tu as tout à fait raison. Ça répond à ta question, Jacob? ouais. Ah ouais. All right. Oh ouais. C'est bon, parfait. Quotient de nombres complexes. Vous souvenez-vous comment c'était, sans faire de jeu de mots plates, complexe, faire un quotient de nombres complexes? On en a fait un aussi tantôt en début de cours. Ça nous a pris quasiment 6-7 minutes à faire, hein, quand même, sous forme cartésienne. Regardez le claquement de doigts que ça prend pour faire Z1 divisé par Z2. Encore une fois, il manque mon J ici, puis il manque mon J ici, à cause de notre fameux copier-coller. Il va manquer J ici aussi, là, bien entendu. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on divise un nombre complexe Z1 par Z2, un autre nombre complexe? On n'a même pas besoin de réfléchir. On divise les deux modules. On prend R1, le module de votre nombre complexe Z1. On divise ça par R2, le module de votre nombre complexe Z2. Et ensuite, on soustrait les angles. θ1 moins θ2. C'est tout.
Terminé. Très simple. On n'a pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec notre A plus BJ qui est au dénominateur. OK, on prend le conjugué, on met ça au numérateur, puis en bas, on prend la somme des deux carrés. Pas besoin de faire ça lorsque c'est en forme polaire. Donc, je vous suggère, si vous avez un quotient de nombre complexe, puis que les deux sont écrits en forme cartésienne, réécrivez-les en forme polaire, c'est quasiment moins de travail. Vous les réécrivez en forme polaire, puis vous faites le quotient. Ou s'il y en a un des deux qui est écrit en forme cartésienne, puis l'autre est écrit en forme polaire, ça peut arriver, en fait, c'est ça qu'on s'apprête à faire. Je vous suggère d'écrire lui qui est en forme cartésienne sous sa forme polaire et d'effectuer le quotient à ce moment-là. Donc, il y a des opérateurs qui sont plus simples avec la forme polaire, comme le quotient et le produit. Et l'exposant. Donc, l'exposant, dernière portion théorique de votre cours de maths appliquées à l'électro 1. Cachez votre enthousiasme. La formule de De Moivre dit que si on prend un nombre complexe et qu'on l'élève à une puissance, Benjamin est content. Si on prend la puissance énième de votre nombre complexe, disons z à la 3, z à la 4, z à la 2, peu importe, ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre votre module et l'élever à la même puissance, à la n, et multiplier votre argument principal par ce n-là. Et cette formule de De Moivre-là, bien entendu, qu'elle découle du produit d'un nombre complexe avec lui-même. Donc ici, c'est rien d'autre que le produit de deux nombres complexes, par exemple, mais avec Z1 égale Z2, à ce moment-là, on aura R1 fois R2, c'est le même module, donc on va avoir R au carré, par exemple. Puis, θ1 plus θ2, ça va être le même angle deux fois, donc vous allez avoir 2 fois θ. Je suis pas sûr de comprendre ça sert à quoi, là, ça. Tu veux dire, ça sert à quoi la formule de De Moivre? Ouais. Si je te donne un nombre complexe, disons, c'est sûr qu'on va en faire un exemple là, mais on va se faire un petit exemple préparatoire, si on veut. Mettons que ton nombre complexe, on va l'écrire sous sa forme polaire. C'est son module, c'est 2 et son angle, c'est pi sur 4. Puis je te dis, prends Z, puis élève ça à la 6. Là, il faudrait que tu fasses Z fois Z fois Z fois Z. 6 fois, c'est quand même compliqué. Mais la formule de De Moivre nous dit que c'est très simple en fait. Tout ce qu'on a besoin de faire pour réécrire Z à la 6, c'est de réécrire le 2 qui est là, donc le module, le mettre à la 6, le mettre à la même puissance, et additionner 6 fois l'angle pi sur 4 avec lui-même, donc ça fait 6 fois pi sur 4. C'est tout. On a fini de mettre notre puissance sixième de notre nombre complexe. Okay? Donc là, il faudrait calculer 2 exposants 6. Ça fait 64. Donc la distance avec l'origine 0, 0 et le nombre complexe z à la 6, c'est 64. Et son angle formé entre l'axe des x positifs et le segment de droite qui rejoint l'origine avec ce nombre complexe-là, c'est 6 pi sur 4, mais ça se simplifie aussi. Ça fait 3 pi sur 2. Puis en fait, ça serait bon comme réponse. Mais en général, nos angles, on les donne entre moins pi et pi. 3 pi sur 2, c'est la même chose que moins pi sur 2. Donc, de faire un angle de 3 pi sur 2, c'est la même chose que de faire un angle de moins pi sur 2. Okay, donc, c'est à ça que ça sert. Je pense que c'est Raphaël qui posait la question. C'est hyper simple à élever la puissance d'un nombre complexe. Tu n'as pas besoin de multiplier z 6 fois avec lui-même. Tu as juste à utiliser la formule de De Moivre. C'est plus clair comme ça? Raphaël? Ouais. Cool, parfait. Puis là, on va faire exactement ça. On va faire des exemples. Regardez, j'ai 4 numéros, puis après ça, vous avez des exercices à faire. Fait que là, j'ai 2 nombres complexes qui sont écrits là. Regardez, j'ai Z1 qui est écrit sous une forme rectangulaire, 3 plus 3J, donc la forme rectangulaire, et j'ai Z2 qui est écrit sous sa forme polaire, donc 2 fois cos de pi sur 3, sin de pi sur 3. Au numéro 1, on nous demande de faire la somme de ces 2 nombres complexes-là. C'est pas évident de faire la somme de 2 nombres complexes lorsqu'ils ne sont pas exprimés sous la même forme.
On va donc exprimer toutes les deux sous la même forme. Et lorsqu'on fait l'addition, je vous suggère d'utiliser la forme rectangulaire, forme cartésienne. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Ben parce qu'on fait juste additionner les parties réelles, puis on additionne les parties imaginaires, c'est tout. Donc, je vais aller réécrire Z1 en forme polaire. Donc, Z1, c'est 3 plus 3J, mais c'est aussi quelle est la distance entre ce nombre complexe-là et l'origine. Je vais aller écrire R ici, R1. Donc, c'est 3 au carré plus 3 au carré. La partie réelle élevée au carré plus la partie imaginaire élevée au carré sous une racine. C'est rien d'autre que Pythagore. Donc, je ne dessine pas mon triangle rectangle. Là. Vous commencez à comprendre ce qui se passe. On a donc la racine de 9 plus 9, racine de 18. Il faut se souvenir comment aussi réduire les radicaux. Donc là, on a la racine carrée de 18. On n'écrit pas racine carrée de 18 en général. Pourquoi? Parce que la racine carrée de 18, c'est en fait la racine carrée de 9 fois 2. Hein? Et 9, ça donne que c'est un carré parfait. C'est 3 au carré. On peut donc aller l'extraire de la racine. Très rare que quelqu'un va écrire racine de 18. En général, on écrit 3 racines de 2. Parce que lorsqu'on extrait le 9 de la racine, ben ça nous donne 3. Racine de 9, ça fait 3. Mais il y a toujours la racine de 2 qu'on ne peut pas extraire, puisque 2, ce n'est pas un carré parfait. Donc, en général, on n'écrit pas racine de 18, on va écrire 3 racines de 2. Donc, le module, c'est 3 racines de 2. OK. Maintenant, j'ai besoin de l'angle formé entre l'axe des x positifs et le segment de droite qui rejoint l'origine à mon nombre complexe. Là, je vais peut-être aller me faire un petit dessin. Mon nombre complexe, c'est 3 plus 3j. Donc, il est ici mon Z1. Je veux trouver l'angle qui est ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser n'importe quel des 3 rapports trigonométriques maintenant que vous avez trouvé la longueur de l'hypoténuse. On sait que ça, c'est une distance de 3 et ça, c'est une distance de 3. On a donc un triangle isocèle. Triangle rectangle isocèle, les angles sont donc de 45 degrés. On n'a pas besoin de réfléchir plus loin que ça. Donc, l'angle formé entre l'axe des x positifs et votre nombre complexe, c'est 45 degrés ou en radian pi sur 4. Donc, j'ai réécrit Z1 sous sa forme polaire. Je vais maintenant aller écrire Z2 sous sa forme cartésienne, parce que pour le numéro 1, j'ai besoin de la forme cartésienne. Pour le numéro 2, j'aurai besoin de la forme polaire, donc c'est pour ça que j'ai fait cette étape-là. C'est pas compliqué de faire la forme cartésienne, je vous le rappelle, vous distribuez votre 2 à l'intérieur et vous évaluez le cos et le sin de pi sur 3. On les a évalués tantôt. On les a-tu évalués, ceux-là, tantôt? Non, c'était 3 pi sur 4. Pi sur 3, si je refais mon cercle trigonométrique, un angle de pi sur 3, donc ça, c'est encore une fois, c'est des rappels sur la trigonométrie, c'est un angle de 60 degrés. On cherche le cos et le sinus de ça. Ici, c'était le cosinus, c'était 1/2, et le sinus, c'était racine de 3 sur 2. Okay? Il faut s'en rappeler ou il faut aller le retrouver. Il faut savoir où le retrouver. Où le retrouver, c'est dans votre chapitre sur la trigonométrie. Donc, qu'est-ce que j'ai lorsque je distribue 2 là-dedans? Donc, j'ai 2 fois, ici j'ai oublié mon J aussi, 2 fois le cosinus de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Ça fait donc 2 fois 1/2, ça fait 1, plus 2 fois j fois sin de pi sur 3. Sin de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. On multiplie ça par 2, ça nous fait racine de 3 j.
Donc, mon 1 qui est ici vient du fait que je multiplie 2 avec le cosinus de pi sur 3. Il faut savoir la valeur du cos de pi sur 3 ou savoir comment aller la trouver. Vous auriez pu aussi écrire une bonne approximation décimale. Ça vous aurait donné une demi. Donc, 1 fois une demi, ça vous aurait donné 0,5. Donc, vous aurez eu 2 fois 0,5, ça vous aurait donné 1. Puis là, vous auriez pu écrire l'approximation décimale de racine de 3 sur 2 fois 2, ça vous aurait donné la même chose que moi. Donc là, Z1 et Z2 sont écrites sous les deux formes possibles pour l'instant, la forme cartésienne et la forme polaire. On ne verra pas d'autres formes pour les nombres complexes, mais il y en existe d'autres, sachez-le. Donc, je n'ai toujours pas fait mon numéro 1. Le numéro 1, ça nous dit d'additionner les deux nombres complexes. Z1 plus Z2, on va utiliser la forme rectangulaire des nombres complexes. Z1, c'est 3 plus 3j. Et Z2, c'est 1 plus racine de 3j. Un coup qu'on a les formes rectangulaires additionnées, c'est trivial. On additionne les parties réelles entre elles, donc tout ce qui n'est pas associé à du j. 3 plus 1, 4. La partie imaginaire maintenant de la somme, il faut additionner les deux parties imaginaires. Je vais écrire 3 plus racine de 3. Ou vous pourriez trouver l'approximation décimale de ça aussi. 3 plus racine de 3. Je l'ai-tu écrit? Non, j'ai laissé ça comme ça. 3 plus racine de 3. Et on a fini. On a trouvé la bonne réponse. 4 plus 3 plus racine de 3j. Donc, la partie réelle de votre nombre complexe, résultant de la somme, c'est 4. La partie imaginaire de votre nombre complexe résultant de la somme, 3 plus racine de 3. Donc, voyez-vous, lorsqu'on a les parties réelles, parties réelles et imaginaires, donc la forme cartésienne, c'est hyper simple de calculer la somme. Maintenant, à calculer le produit, ça, on utilise la forme polaire. Je suis allé trouver la forme polaire de mon Z1. La forme polaire de mon Z2, je l'avais dans l'énoncé, donc il ne me reste plus qu'à les multiplier entre eux. Donc Z1 fois Z2, c'est égal à Z1, c'est 3 racines de 2, ça c'est mon module, avec un angle de pi sur 4, multiplié par 2, avec un angle de pi sur 3. Donc, j'ai réécrit là, les nombres complexes sur leur forme polaire à l'aide de la notation qui est utilisée dans votre volume. Donc, à la place d'écrire cos, j, sin, j'écris juste un petit symbole d'angle. Quand on multiplie deux nombres complexes avec la forme polaire, qu'est-ce qu'on fait? Très simple. On multiplie entre eux les modules. Donc, 3 racines de 2 fois 2, ça fait 6 racines de 2. L'argument de mon nombre complexe résultant, il faut additionner les deux arguments des deux nombres complexes. Il faut donc additionner pi sur 4 et pi sur 3. Si vous l'aviez décrit en degrés, ça serait encore plus évident ici, mais en général, on aime ça travailler en radians. Pi sur 4 plus pi sur 3, il faut ramener ça sur le même dénominateur, donc on va ramener ça sur 12. Pi sur 4, c'est 3 pi sur 12. 3 pi sur 12. Et pi sur 3, c'est 4 pi sur 12. Ça fait donc 7 pi sur 12. Votre nombre complexe résultant du produit, c'est donc 6 racines de 2 avec un angle de 7 pi sur 12. Donc, lorsque vous avez la forme polaire, très simple de multiplier ça. Vous prenez les deux modules, donc les deux distances, vous les multipliez entre elles. Et vous additionnez ensuite les deux angles, les deux arguments. Pi sur 4 plus pi sur 3 ici, ça faisait 7 pi sur 12. Et c'est bien un angle qui se situe entre
moins pi et pi. Donc, on est correct ici avec cette valeur-là. On n'a pas besoin de réfléchir plus loin que ça. Est-ce que ça va pour les deux numéros qu'on vient de faire? Il nous en reste juste deux autres. Il va falloir se pratiquer, bien entendu, à en faire, rendu là. C'est pour ça qu'il y a des exercices. Donc, si vous ne dites rien, c'est parce que ça va, j'imagine. Je vais enregistrer pour pouvoir envoyer ça à notre ami Kevin. Z1 divisé par Z2, le quotient, on veut s'éviter à tout prix de faire un quotient avec la forme rectangulaire. On fait ça avec la forme polaire autant que possible. OK? Donc, on va réutiliser la forme polaire. On les avait. Je les ai ici, oui. Donc, Z1, sa forme polaire, c'était 3 racines de 2 avec un angle de pi sur 4. On divise ça par le nombre complexe Z2. Sa norme à lui, c'était 2 et son angle, c'était pi sur 3. Regardez bien comment ça va être simple, faire le quotient de ces deux choses-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le quotient des deux modules. On a donc racine de 3 sur 2 divisé par 2. Et l'angle résultant va être la soustraction des angles. Pi sur 4 moins pi sur 3. OK? Donc, racine de 3 sur 2, ça ne se simplifie pas. Ça ne sera pas long de roter. Donnez-moi une petite seconde. Mon enfant est en train de monter les marches d'escalier. Je reviens. Donnez-moi une petite seconde. C'est correct, moi. Tu viens dîner avec papa? Donc, j'ai un stagiaire pour l'instant. Donc, excusez-moi. C'est l'heure que la garderie ferme. On va retourner, je m'excuse pour la petite intermède. Donc, je vous rappelle ce qu'on faisait. On faisait Z1 divisé par Z2 ici. On avait dit qu'on utilisait les formes polaires. Donc, on divise les deux modules. 3 racines de 2, on divise ça par 2. Ça ne se simplifie pas, donc on laisse ça comme ça. Et l'angle qu'on va avoir sera pi sur 4 moins pi sur 3. Donc, on soustrait l'argument du dénominateur à l'argument du numérateur. Si vous faites pi sur 4 moins pi sur 3, bien, on va réutiliser le dénominateur commun qu'on avait tout à l'heure. Le pi c'était sur 12. Donc, on avait 3 pi sur 12 moins 4 pi sur 12. Ici, ça va faire moins 1 pi sur 12. Donc, voilà l'argument qu'on a. Exactement. J'arrive au même résultat que précédemment. Donc, lorsque vous utilisez la multiplication ou le quotient, vous utilisez la forme polaire. Tiens, attention, mes écouteurs. Tiens. OK? Lorsque vous avez la somme ou la soustraction à faire, vous utilisez la forme cartésienne. Il nous reste juste un dernier exemple avant la fin de votre session. Celui-là, le Z2 exposant 8. Est-ce qu'on va faire ça en forme cartésienne? 1 plus racine de 3j élevé à la 8. 1 plus racine de 3j fois 1 plus racine de 3j. 8 fois, burk. On ne fera pas ça, certain. On va utiliser la forme polaire. Z2, c'était 2 avec un angle de pi sur 3 à la 8. Et on va utiliser la formule de Demoivre. Donc, tantôt,
de demoivre. Tantôt, Raphaël nous demandait à quoi ça sert la formule de demoivre. Ben, j'ose espérer que ça ne te tente pas de faire 1 plus racine de 3j élevé à la 8. Donc, tu vas utiliser la formule de demoivre, et la formule de demoivre s'applique aux nombres complexes qui sont exprimés sur leur forme polaire. Donc, qu'est-ce que ça dit, la formule de demoivre? Ça fait juste dire que tu peux mettre ton module que tu as de ton nombre complexe, l'élever à cette puissance-là, et multiplier votre angle, votre argument, par cette puissance-là. Donc là, vous avez 2 exposants 8, et puis l'angle, c'est 8 pi sur 3. Vous avez terminé votre problème. Presque. Il faut juste exprimer maintenant 2 exposants 8, ça fait quelle valeur? Ça fait 256. Et l'angle 8 pi sur 3, ce n'est pas un angle qui est utilisé non plus. 8 pi sur 3, si vous avez un cercle, un cercle, un tour complet, c'est 2 pi. 2 pi, c'est 6 pi sur 3. Donc, lorsqu'on fait un tour complet, on effectue 6 pi sur 3, ou 2 pi, c'est la même chose. Pour se rendre à 8 pi sur 3, il faut donc faire un 2 pi sur 3 supplémentaire. Donc, on ne va pas dire que l'angle formé entre l'axe des x positifs et votre nombre complexe résultant, c'est 8 pi sur 3. On ne va pas faire, il faut que tu fasses un tour complet et faire 2 pi sur 3 supplémentaires. Ben non, on va juste dire que l'angle, c'est 2 pi sur 3 en tant que tel. Okay? C'est comme si vous enleviez tous les tours complets que vous faites lorsque vous faites votre angle, votre argument résultant. Donc, s'il faut que tu parcours ton cercle une fois, ben, tu l'enlèves, ce tour de cercle-là, il ne te sert à rien. Tu vas te retrouver à la même place lorsque tu vas faire un angle de 2 pi sur 3. Donc, le résultat final ici, c'est à moins que je me sois trompé, non, c'est 256 cos de 2 pi sur 3 plus j sin de 2 pi sur 3, ou la notation qui est utilisée dans votre volume, c'est-à-dire celle-là, 256, petit symbole d'angle, 2 pi sur 3. Et voilà, c'est ce qui conclut votre théorie pour la session de cours de maths appliqués à l'électronique, à l'électronique industrielle. Vous avez ces exercices-là qui sont maintenant à votre portée, qui portent justement sur la forme polaire des nombres complexes. Je vais enregistrer ça pour l'envoyer à votre collègue. Et je vais vous demander si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vais faire un petit récapitulatif pendant que vous y pensez. Donc, on a vu qu'on avait la forme rectangulaire d'un nombre complexe. On avait vu qu'on pouvait aussi exprimer ça sous une forme qu'on appelle la forme polaire, où on a besoin du module de votre nombre complexe, c'est-à-dire sa distance avec l'origine. Et vous avez besoin de l'argument principal de votre nombre complexe, c'est-à-dire l'angle qui est formé entre l'axe des x positifs et votre nombre complexe. L'argument principal, on utilise, dans la mesure du possible, un angle qui se situe entre moins pi et pi, c'est-à-dire moins 180 degrés, 180 degrés. En général, on utilise les radians le plus possible, mais ce n'est pas une erreur d'utiliser les degrés. Je vais juste, moi, personnellement, utiliser les radians. Ensuite de ça, on a vu qu'il y avait des opérateurs qui étaient beaucoup plus simples à utiliser si on avait la forme polaire, c'est-à-dire la multiplication, la division big time à part de ça, et l'exposant. Donc, la puissance de votre nombre complexe, lorsque c'est exprimé en forme polaire, c'est beaucoup plus simple. Et on a fait les exemples qu'on vient juste de faire. Donc, je vous relance. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Non. C'est clair? Ouais, c'est clair, mais c'est sûr que je vais avoir besoin de faire des exercices pour m'aider. Il va, bien entendu, il faut faire des exercices. Il y en a dans votre volume rendu là. Je vais rester disponible pour vous autres cette semaine et en début de semaine prochaine. Moi, j'ai une question. Oui, Maxime. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'exemple appliqué tant que ça là, par rapport au nombre complexe, là, vu qu'on n'a pas vu de... Pas dans mon cours à moi, non. OK. Pas dans mon cours à moi, mais vous allez les réutiliser dans vos autres cours, en particulier dans le cours de maths appliqué 2. Puis dans d'autres cours, vous allez utiliser... Tous les cours, ils vont faire intervenir des
des ondes, la plupart du temps, là, les solutions vont être complexes à ça. Quand je dis complexe, je veux dire des solutions qui font intervenir les nombres complexes, là, bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Moi, j'en ai une. là, Oui, mais Étienne, vas-y. Est-ce que j'ai juste de la misère à comprendre comment. Ben, j'ai pas réussi à passer comme de la forme polaire à la forme cartésienne. De la forme polaire à la forme cartésienne. Ouais. Mais j'ai essayé sur ma calculatrice. Là. Ah, OK, avec l'exemple qu'on a fait tantôt, là. Ouais. Tu veux dire celle-là? Ou l'exemple d'avant? Ben là, je vois pas ton écran. Ah, excuse. Parce que. Ça pourrait être intéressant que je te le montre. Mm. Est-ce que tu parles de cet exemple-là ou tu parles de cet exemple-là? Ouais, lui qu'on vient de faire. Lui celui-là. qu'on vient de faire. Parfait. Donc, de la forme polaire à la forme cartésienne, je vais aller le faire dans Paint pour avoir un peu plus d'espace. On avait Z égale 2 cos de pi sur 3 plus J sin de pi sur 3. Comme ça. Je vous avais dit, lorsque vous voulez passer de la forme polaire à la forme cartésienne, vous n'avez qu'à distribuer votre facteur 2 sur les deux termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, vous allez avoir 2 cos de pi sur 3 plus 2j sin de pi sur 3. Et lorsqu'on va trouver la valeur numérique de cos de pi sur 3 et sin de pi sur 3, bien, ce qu'on va avoir là, ça va être la forme cartésienne. On va avoir une valeur réelle, partie réelle. On va avoir une valeur réelle qui va être la partie imaginaire, donc associée à du j. Cos de pi sur 3, ça donnait quoi sur ta calculatrice, Étienne? Je vais le faire. Attends. Ouais, si tu l'as pas loin. Ça me donne comme à peu près 1. Mets ta calculatrice en radian, mon cher, Ouais, c'est ça. mon cher Étienne. On a un angle. L'unité de mesure qui décrit notre angle ici, c'est le radian. Il faut donc utiliser le radian sur ta calculatrice. C'est peut-être pour ça que ça ne marchait pas tantôt, Étienne. Ouais. Ça fait quoi en radian? Ouais, ça marche pas. Je trouve pas la touche, ça a pas marché. Sinon, on traduit ça en degrés. Si ta calculatrice est en degrés, traduis pi sur 3 en degrés. Pi sur 3, c'est un angle de 60 degrés. Un angle de pi, c'est un angle de 180 degrés, la moitié d'un tour de cercle. On divise ça en 3, 60 degrés. Fait cos de 60 degrés. Ouais, ça donne 0,5. Ça donne une demi. Donc 2 fois une demi, c'est-à-dire 1. Ça, c'est la partie réelle de ton nombre. Puis tu fais la même chose maintenant avec ton sin de pi sur 3. Ça devrait te donner une valeur numérique de racine de 3 divisé par 2. Ça devrait te donner 0,87 à peu près. N'est-ce pas? Ouais. Donc voilà, ça te fait 1 plus, si je fais x2 à ça, 1,74. C'est juste que moi, ici, à place d'utiliser une approximation, j'ai utilisé la vraie valeur, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. J'ai utilisé mon cercle trigonométrique et je sais que pi sur 3 ou 60 degrés, c'est un angle remarquable. Tu peux aller retourner dans les notes de cours associées à ça. Tu vas aller voir les angles remarquables. Tu as tous les multiples de 30 degrés et tous les multiples de 45 degrés. Mais pi, c'est 180 degrés, dans le fond. Pi, c'est 180 degrés. Pi sur 2, c'est donc 90 degrés. Pi sur 4, c'est donc 45 degrés. Puis ben, tu peux faire n'importe quelle conversion rendue là. C'est bon. Ouais, parce que ça marche pas sur ma calculatrice. Peut-être pas la bonne En touche. radian, on pourrait regarder la touche ensemble si tu veux. Là. On l'avait checké un peu la dernière fois, mais c'est pas ça. Ah, c'est pas ça? OK, ben à ce moment-là, je sais pas. Faudrait que tu regardes le modèle sur Google peut-être.
Google, des fois, il est meilleur que moi pour ça. Il est meilleur que moi dans bien des choses. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? Donc, merci Étienne pour ta question. J'espère que c'est plus clair maintenant. Donc, Je sais pas pourquoi tu arrives à 0.87, moi. 0.87. Ouais. Ma calculatrice était en radians. Attends une minute, là. Ça m'a donné ça, moi aussi. 0.87. Sin de pi sur 3, je vais le refaire pour être sûr. Ça donne 0.87. Je suis bien en radians. Je sais pas si... je pense que c'est Raphaël qui parlait. Je sais pas si ta calculatrice est en radians. Ah non, c'est correct finalement. Ah, hein? Ta calculatrice n'était pas en radians? Non, j'ai fait sin moins 1. Ah! OK. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas la même fonction que tu utilises. Ça ne marchera pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, moi j'ai une question. Je suis pas sûr quand tu pars de la forme cartésien à polaire, me semble. Le contraire, là. Ouais, parfait. La forme cartésien à polaire. Tu veux dire le Z1 qu'on avait de 3 plus... On voit pas ton écran. Ah, voyons. Celle-là, pour passer de la forme cartésienne à polaire, Louis? Ouais, c'est ça, ouais. Parfait. Donc, je l'avais fait un peu rapidement, en effet. Ce que je te suggère de faire, Louis, puisque je vous suggère de faire tout le monde lorsque vous voulez faire ça, c'est d'aller vous mettre le point en tant que tel dans le plan d'Argan, le plan complexe. 3 plus 3J, ben, ici, on a une longueur de 3 en X, puis on a une longueur de 3 en Y. Ça, c'est ton Z1. Puis là, va faire ton triangle rectangle comme ça. Donc là, tu vois la longueur des deux cathètes, hein, Louis? 3 et 3. Puis tu le sais que ce que tu as besoin pour passer de la forme cartésienne à polaire, tu as besoin de R, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse de ce triangle rectangle-là. La distance entre ton nombre complexe et ton origine 0, 0. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est un triangle rectangle. Le triangle rectangle, pour trouver la longueur de l'hypoténuse, c'est Pythagore, racine de 3 au carré, plus 3 au carré. Ça fait donc 3 au carré, ça fait 9, plus 9, ça fait racine de 18. Donc, on avait dit tantôt que racine de 18, c'est la même chose que racine de 3 au carré fois 2. Donc, la racine de 3 au carré, ça fait juste 3. Si on peut extraire le 3 de la racine, mais pas le 2. Donc, on réécrit ça. 3 racines de 2. Donc, tu es d'accord avec moi, Louis, pour l'instant, que la distance entre l'origine et ton nombre complexe, c'est racine de 18 ou 3 racines de 2? Jusque-là, ça va? Ouais. OK. On a aussi besoin de trouver l'angle qui est là. Un peu comme on le faisait avec les vecteurs géométriques. Il fallait trouver l'angle entre le vecteur et l'axe des x positifs. C'est la même chose pour les nombres complexes. Il faut trouver l'angle qui est là. OK? On l'appelle θ, cet angle-là. OK? Mais tu as un triangle rectangle isocèle. Mais ce que tu peux faire, c'est utiliser n'importe quel rapport trigonométrique. Utilisons le rapport trigonométrique tangente. Juste pour utiliser des nombres qui sont entiers. On sait que la tangente de θ qu'on cherche, c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. 3 divisé par 3. Donc 1. D'accord? Donc, si on veut trouver θ, l'angle, il est lié à la fonction tangente. Il faut donc appliquer la fonction tangente inverse, ce qu'on appelle l'arc tangente, ou tan de moins 1, de 1. Donc, j'ai appliqué l'arc tangente à gauche de l'égalité pour aller chercher mon θ, mais j'ai appliqué l'arc tangente à droite de l'égalité pour conserver mon égalité. Puis, arc tangente de 1, ça fait 45 degrés. Puis 45 degrés, c'est la même chose que pi sur 4. En degrés ou en radians, tu écris celui qui te stimule le plus. Donc, pour écrire ton nombre complexe sous sa forme polaire, il faut écrire R, angle, θ. R, on l'a trouvé, c'est 3 racines de 2. Angle, θ, on l'a trouvé, c'est pi sur 4. Et c'est tout. Donc, tu utilises, Louis, Pythagore et les rapports trigonométriques. À tout coup, ça va te donner un triangle rectangle.
C'est pas compliqué, là. À tout coup, tu as un triangle rectangle. Tu utilises donc n'importe quel rapport trigonométrique, sin, cos, tan, celui que tu veux. Je te suggère celui qui te donne des valeurs entières, mais ça ne change rien que tu utiliseras un ou l'autre ou l'autre. C'est bon, mais disons, après de le mettre comme ça, si tu développes en cos et en sin, c'est ça que je suis pas sûr. Ah, OK, c'est ça. Dans le fond, la notation dans ton volume, là, puis la notation Ouais. que vous allez utiliser dans votre programme, c'est celle-là qui est là. C'est pour ça que j'ai utilisé celle-là aussi. Mais si tu veux l'écrire sous la forme trigonométrique qu'on appelle, ça va te donner 3 racines de 2, parenthèse, cos de pi sur 4, plus j, sin de pi sur 4. Comme ça. OK? Donc, c'est R cos θ plus j sin θ. Donc, c'est une façon plus concise d'écrire la même chose. C'est juste de mettre un petit angle. Il existe aussi une troisième façon d'écrire ça. Ça serait R, je pense que je l'ai écrit aussi, 6 de θ. 6 pour le C veut dire cos, le I veut dire imaginaire, le S veut dire sin. Mais celle-là, je ne pense pas que vous allez la voir souvent. Je pense que vos profs vont vraiment utiliser le petit symbole d'angle et le cos θ plus j sin θ. C'est pas mal les deux qui sont le plus utilisés dans votre programme, du moins de ce que j'en sais. Merci Louis pour ta question. J'espère que c'est plus clair. Oui. Y a-tu d'autres questions? C'est sûr que rendu là, il faut se pratiquer. Je voulais peut-être aussi enligner un petit peu votre étude pour votre examen. Je vais vous dire tout de suite que le chapitre 2 ne sera pas à l'examen. Le chapitre sur l'arithmétique des grandeurs physiques, hein, c'est-à-dire tout ce qui était chiffres significatifs, propagation d'erreurs, ces trucs-là, je n'aurai pas le temps de vous évaluer là-dessus à l'examen final. Donc, vous pouvez dédier votre étude à d'autres choses. Je n'aurai pas de questions à proprement dit non plus sur les opérations arithmétiques sur les fractions. Donc, il n'y aura pas de questions sur les mises en évidence, sur les systèmes, pas les systèmes, mais les techniques de factorisation et de mise en évidence. Ça ne sera pas là de façon explicite. Mais peut-être que vous en auriez besoin pour résoudre des problèmes ou peut-être que ça pourrait vous faciliter la vie pour certains problèmes. Si je pense, par exemple, à un problème qui fait intervenir des fonctions quadratiques, ax carré plus bx plus c, ça peut être intéressant d'être capable de factoriser pour gagner du temps, mais ce ne sera pas nécessaire de le faire. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, chapitres 1 et 2, là, ils sont là, mais pas de façon explicite. Donc, je ne vais pas dire « trouve-moi la réponse de ça » ou simplifie-moi cette expression-là » ou « factorise-moi cette expression-là » ou je ne te dirai pas non plus utilise les propriétés des exposants et des radicaux pour simplifier telle ou telle expression. Mais il faut être capable de le faire pour résoudre des problèmes par contre. Donc, chapitre 2, pas là du tout. Chapitre 1, de façon implicite seulement. Droite, parabole, oui, ça pourrait être là, mais ça va être plus des contextes. Donc, pour les droites et les paraboles, vous allez devoir modéliser un problème qui fait intervenir une droite, une fonction affine, ou fait intervenir une parabole. Et ensuite de ça, un coup que vous avez la modélisation, je peux vous demander un zéro, un ordonnée à l'origine, un sommet, par exemple. OK? Donc, voilà. Donc, un peu tout là sera à l'examen pour ce qui est des fonctions affines et les fonctions quadratiques. Je ne vous poserai pas de questions, par contre, sur le domaine de définition des fonctions. Fonction exponentielle, ça peut être là. Fonction logarithmique, ça peut être là. Ça peut être des équations à trouver la valeur de x, un peu comme le dernier examen. Donc, une équation quadratique, une équation, pas une équation quadratique, une équation exponentielle, une équation logarithmique, trouver la valeur de x là-dedans. Ça pourrait être là explicitement. Ou vous pourriez aussi avoir un contexte, ou vous pourriez avoir un tableau, déterminer que c'est une
fonction exponentielle et d'écrire le modèle qui correspond à ça et ensuite répondre à des questions. Trigonométrie, ça va être là. Ça pourrait être là, les fonctions trigonométriques. Rappelez-vous de la loi des sines, rappelez-vous de la loi des cos. Vecteur géométrique, vecteur algébrique, ça pourrait être là dans l'ensemble aussi. Même chose pour les nombres complexes, donc ça n'a toujours pas été évalué, donc c'est sûr que ça va se retrouver à l'examen. Fiez-vous sur moi, il va y avoir des opérations à faire sur les nombres complexes, c'est sûr. C'est sûr qu'il va y avoir des conversions d'une forme à l'autre aussi pour les nombres complexes. Donc voilà. Vecteur aussi, ça pourrait être là, tout ce qu'on a vu dans les chapitres sur les vecteurs algébriques et vecteurs géométriques, ça pourrait s'y retrouver encore. J'ai-tu fait le tour des chapitres? Il va-tu avoir. As-tu une idée un peu des questions qu'il va y avoir à l'examen? Oui, De comment j'ai il va y avoir, commencé. mettons, ça? D'après moi, ça va tourner autour de 7 à 8 questions. OK. Fait que tu peux t'attendre à peu près à une question par chapitre, tu sais, grossièrement, mais pas le chapitre 1 et 2, là. À peu près. Fait que 7 à 8 questions. C'est bon, David? C'est bon. Puis, c'est de 9 à 11, le vendredi. Oui, c'est ça. C'est aux heures de cours habituelles, au local de cours habituel. Donc, l'examen sera en présentiel, à moins qu'il se passe de quoi d'ici là. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Mais pour l'instant, j'ai fait la demande à la direction. Il n'y a pas de problème pour que l'examen soit en présentiel dans votre cours habituel. D'autres questions? On se revoit mercredi si jamais il y a quoi que ce soit, là, mercredi le 12 là, à 4 heures, si jamais il y a quoi que ce soit là, qui n'est pas clair par rapport à ça. Mais c'est un examen tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Vous pouvez laisser tomber le chapitre, surtout le chapitre 2. Ah, la variation, c'est vrai, j'ai oublié le chapitre sur la variation. Donc, proportionnel au carré, tout ça, non plus, ça ne sera pas là. Donc, question sur le chapitre. Ça, c'était le chapitre 3.3 ou quelque chose comme ça. Il ne sera pas là non plus. On peut faire une petite croix dessus. Ouais. Êtes-vous prêts à aller passer une belle soirée? Oui. Oui, Oui, et toi? Ouais. oui, Ouais. merci, ben aimable. Je vais aller m'occuper de mes enfants un peu. Je vous souhaite une agréable fin de journée, une agréable soirée, puis une agréable fin de semaine parce qu'on ne se revoit pas vendredi, on se revoit juste la semaine prochaine. Je vais vous envoyer la vidéo lorsqu'elle sera déposée. Ça va aller sûrement à ce soir, là, après souper, après le bain, après le dodo de mes enfants. OK?